Ok, bienvenue dans cet épisode qui va poursuivre ce que j'ai entamé dans le dernier épisode au sujet de l'insuline. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la résistance à l'insuline, que ça soit la pré-résistance à la résistance pure et dure au diabète, sans rentrer dans des compétences et une analyse médicale liée au diabète que je n'ai pas, mais quand même en y abordant, on va dire, la base pour comprendre du coup, enfin ça va rentrer dans cette explication générale autour de la résistance à l'insuline. Est-ce que c'est quelque chose, la résistance à l'insuline, qui est, pour le dire comme ça, mauvais, moderne? Est-ce que c'est physiologiquement naturel? Ça rejoint aussi le discours à quel point l'insuline, les glucides, la glycémie, tout ça c'est relié, à quel point en fait c'est important, mais que le problème c'est pas l'insuline, c'est pas la glycémie, c'est pas les glucides. Le problème c'est en fait ce qu'on fait de notre vie, de ce qu'on mange et de la vie qu'on mène par rapport à la physiologie, au métabolisme qu'on a hérité, et en fait ce qu'on est censé au minimum mettre à l'honneur, activer, honorer au quotidien. D'accord? Donc c'est ça que j'ai envie de mettre en perspective aujourd'hui. Donc déjà de parler en fait de la résistance à l'insuline, des différentes formes de résistance à l'insuline, du scénario du contexte propice à la résistance à l'insuline pour aller, enfin de la pré-résistance pour aller jusqu'à la résistance, la forme la plus dure, le diabète. Ok. Ensuite d'aborder une vision holistique, évolutive de l'insuline et de la pré-résistance à l'insuline, parce que si ça existe et que c'est quelque chose, un mécanisme que notre corps utilise en fonction d'un contexte, il y a, il y a une raison, quoi. C'est-à-dire que, on va le voir, c'est que la résistance à l'insuline, à la base, c'est pas une maladie, c'est simplement une réaction physiologique. Donc, on va en parler, sans dire que c'est mal ou bien ou que c'est encouragé, mais on va en parler un peu plus tard et vous allez comprendre où je veux en venir. Ensuite, euh, avec tout ça, qu'est-ce que on doit comprendre et qu'est-ce qu'on doit mettre en place dans notre vie moderne par rapport justement euh, aux effets négatifs de la résistance à l'insuline, du diabète, en fonction de ce qu'on en comprend et de ce qu'on peut voir. Est-ce qu'il faut adopter un régime carnivore, kétocarnie, cétogène? Donc en gros tous les régimes low carb. Est-ce qu'il faut se méfier de l'insuline et des glucides? Est-ce qu'il faut chercher à tout prix à coller un modèle, un pseudo-modèle ancestral, que ça soit à travers différentes affinités ou expériences qu'on peut avoir, qu'on peut vivre, carnivore, kétocarnie, cétogène, et puis directement même au milieu de tout ça, les influences, même si ça veut rien dire, mais du monde un peu ancestral. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui adoptent ces régimes-là parce que elles ont une expérience, on va dire, mauvaise de surpoids, d'obésité, de diabète, tout ce qui est prise de poids importante, plus ou moins importante à l'obésité, c'est forcément, ça découle d'une résistance à l'insuline plus ou moins importante, et en général jusqu'à la forme la plus sévère de diabète. Est-ce que ça veut dire que du coup, faut rester coincé dans du régime low carb aussi toute sa vie, et qu'en fait, le problème, c'était la sécrétion d'insuline et les glucides, ou est-ce que c'était autre chose, justement, et est-ce qu'on peut vraiment corréler une image qu'on se fait, ou une compréhension qu'on a des besoins euh, ancestraux de notre physiologie combinés à un mode ancestral, un mode alimentaire, un mode de vie ancestral que je m'imagine ou j'ai plus ou moins compris par rapport aux enjeux de la vie moderne, à ma réalité, on va dire moderne en fait, à la fois individuelle mais à la fois aussi, on va dire en tant qu'acteur d'un collectif, d'un groupe. Euh, Puis aller voyager un petit peu dans notre
dans notre héritage métabolique physiologique, justement, à travers ce cheminement-là qu'on va faire, pour enfin mettre en perspective, du coup, notre être, l'héritage de notre espèce métabolique physiologique, et justement le caractère ancestral et moderne, donc mode de vie passé, mode de vie actuel. Ok. Et je vous proposerai à la fin de l'épisode, du coup, euh, d'aller un peu plus loin euh, dans un futur épisode, peut-être le prochain, pour continuer en fait à partir de l'épisode sur l'insuline, pour continuer en fait cette euh, ce découlement, ce flow là initié avec l'insuline, puis cet épisode-là aujourd'hui sur la résistance à l'insuline, pour aller ensuite jusqu'à finalement, bah, ok, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on doit consommer à ce niveau-là. Donc ça, c'était une introduction de 5 minutes, mais c'était important que je vous dévoile un petit peu la feuille de route, et ça me permet moi aussi de poser les bases et le plan, parce que là vous ne voyez pas, mais j'ai 5 feuilles devant moi. Euh, j'ai tout écrit ce matin en prenant mon café. C'est quelque chose qui tourne dans ma tête depuis un moment, hein, et que je divise en plusieurs épisodes, puisque je travaille sur la formation Reborn Nutrition Formation. Ok, une formation qui est en cours de production avec déjà des leçons disponibles. J'ai déjà une trentaine d'élèves, d'étudiants. On se réunit chaque mois avec un live, et donc forcément chaque jour je travaille sur la formation et je suis amené à faire des liens, faire des recherches, poser les choses sur papier, et euh, et ça fait voyager, ça fait aller dans des profondeurs on va dire assez importantes, et en même temps il faut à chaque fois dézoomer pour en fait intégrer les couches profondes à une couche beaucoup plus globale et superficielle. Donc du coup, je manque pas de d'idées, d'inspiration pour vous proposer ces contenus gratuits, ces épisodes qui me passionnent et qui peuvent être complexes, et surtout euh, vous permettre d'avoir une vision à la fois détaillée, un peu technique, et en même temps claire, légère, cohérente, sensée, avec donc de la culture, et puis on va dire un peu d'argumentation, enfin même de l'argumentation euh, à à transporter avec vous si justement vous avez besoin, euh, vous avez l'occasion en fait d'en parler autour de vous, en fonction des interactions que vous allez pouvoir vivre, et puis des questions que vous vous posez. Donc officiellement fin de l'introduction. Allez, c'est parti. Donc, on a deux formes de résistance à l'insuline. On va dire les formes de pré-résistance qui commencent, enfin, ça commence tout doucement, jusqu'à la forme la plus dure, où là, vraiment, entre guillemets, voilà, on dit que là, on a un diabète. D'accord? Le diabète, on en a deux types, le 1, le 2. Le 2, c'est un diabète, en gros, qu'on va développer, d'accord, durant l'adolescence, l'âge adulte. Ce diabète-là, il est particulièrement caractérisé par, en fait, la difficulté des cellules à être sensibles à l'insuline, et du coup à laisser pénétrer le glucose à l'intérieur des cellules, et du coup que le glucose puisse être utilisé et à produire de l'énergie. Et du coup, c'est stocké en tissu adipeux, alors qu'en fait, le corps a besoin du glucose, d'accord, et a besoin de produire de l'énergie. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui sont diabétiques sont fatiguées et prennent du poids, même si elles mangent en fait en quantité pourtant. Le diabète de type 1, qui est lui caractérisé par une auto-immunité, qui est, alors la communauté scientifique médicale s'entend dessus, hein, qui est apparemment transmis génétiquement. Il y a un caractère héréditaire. Lui, il va en fait avoir plus ou moins du mal
dans cette forme-là de diabète, à sécréter justement l'insuline à partir du pancréas, puisque les deux formes de résistance à l'insuline, caractérisées par les formes les plus dures de diabète, se passent soit à travers la sécrétion d'insuline via le pancréas, d'accord, qui sécrète le glucagon et l'insuline. Le glucagon, c'est l'hormone opposée à l'insuline, qui a une action de libération, de vidage des réserves, glycogène hépatique, le foie ou tissu adipeux, pour donner de l'énergie au corps, quand il n'y a plus de réserve de glucose, quand elles sont bien amoindries, ok? Et l'insuline qui est faite pour garder une glycémie basse et soit faire utiliser le glucose par les cellules ou alors le faire stocker en glycogène hépatique musculaire ou en tissu adipeux. Donc, dans la forme 2 du diabète, on a les cellules qui ont du mal, qui peinent plus ou moins à faire pénétrer le glucose à l'intérieur pour pouvoir l'utiliser. Et dans le diabète de type 1, c'est beaucoup plus important, c'est dans le sens où le pancréas, il va plus ou moins, voire quasiment pas pouvoir sécréter d'insuline, en fait. Et du coup, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va en consommer des glucides, il n'y a pas d'insuline qui va être sécrétée. Donc du coup, en fait, on va avoir un pic glycémie sans pouvoir que ça soit régulé, sans que ça soit ça puisse être utilisé. D'accord. Donc c'est pour ça que, en général, ce qui se passe, ouais. Donc avant de rentrer dans ce détail-là, il y a 2 types d'insuline que justement les traitements pour le diabète doivent imiter. L'insuline rapide et l'insuline lente. L'insuline rapide, c'est en fait c'est l'action physiologique que notre corps va avoir lorsque on n'a même pas encore commencé à manger des glucides. Donc l'axe nerveux central, détecte qu'en fait on va manger de la nourriture et il sait ce qu'on va manger en fait. La magie de la physiologie humaine. Et ça s'accélère, ça s'accentue une fois que ça arrive dans le tube digestif. Ok. Donc il y a plein de mécanismes qui se mettent en place et qui permet au corps de commencer déjà à sécréter de l'insuline, alors qu'en fait le glucose n'est pas encore arrivé dans les intestins. Donc il y a déjà de l'insuline qui commence à être sécrétée. Ce qu'on appelle l'insuline rapide ou l'insuline, la phase anticipée précoce de courte durée, qui va permettre justement en fait, en fonction de l'énergie dans le corps qui est libérée par le tissu adipeux ou via le glycogène du foie, etc. et tout, de commencer à réduire cette activité-là parce que il y a le glucose qui va arriver, les gars. Donc l'insuline elle monte et elle commence à être sécrétée par le pancréas, elle commence à arriver dans le sang pour préparer ça et pour justement inhiber les autres mécanismes de libération et de production énergétique. Ok? Et ensuite, quand le glucose il arrive au niveau de la paroi intestinale et que là il va franchir cette paroi intestinale, il va être pris en charge par la circulation sanguine pour passer par le foie, puis être envoyé vers le cœur qui lui va diffuser à la circulation générale, à la circulation périphérique, à la circulation systémique le glucose. Le foie au passage se sert, en fonction des besoins et de l'état des stocks. Donc cette phase-là, elle s'appelle la phase intraportale, donc portale parce que c'est la veine porte qui, à partir de l'intestin, amène le sang avec les acides aminés, le glucose, enfin tous les éléments qui peuvent passer par cette voie-là, par la veine porte, qui passe jusqu'au foie, qui lui en fait donc continue d'envoyer au cœur en servant passage. Et donc après cette phase anticipée précoce d'insuline, qui est très courte, très, très rapide et dure quelques minutes en fait, le temps de l'ingestion, juste un peu avant et le temps de l'ingestion. Et ensuite, on a la phase plus lente, la phase tardive de l'insuline, qui est la phase intraportale, donc du coup de diffusion des glucides qui sont ingérés. Donc c'est tout l'afflux qui passe par la veine porte jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et donc là, pendant quelques heures, de longues minutes jusqu'à quelques heures, en fonction du volume de ce qu'on a mangé et de si on a mangé aussi autre chose avec, va déterminer la durée pendant laquelle l'insuline va être sécrétée. Donc, un pic d'insuline au début par rapport à l'insuline rapide, qui est sécrétée, et ensuite l'insuline contenue, mais de façon beaucoup plus diffuse, jusqu'à en fait complètement se fondre et disparaître. Même si elle se fond jamais complètement, parce que elle est toujours à minima sécrétée pour justement réguler la glycémie
en allié avec le glucagon qui lui est sécrété quand en fait le glucose a été utilisé ou stocké et qu'il faut continuer de fournir de l'énergie au corps, mais qu'il n'y a pas de prise alimentaire avec des glucides. Donc là, le glucagon est, euh, est, euh, est sollicité. Ok. Et donc, pour revenir au diabète, les traitements que les personnes diabétiques vont prendre en fonction de leur diabète va être justement pour mimer cette physiologie naturelle de l'insuline. Tout simplement, ils vont prendre ce qu'on appelle aussi l'insuline rapide juste avant le repas, et puis ils vont en prendre après le repas, d'accord, pour mimer l'insuline lente. Donc voilà, en général, ils vont prendre soit l'un soit l'autre, mais quand ils sont du diabète du type 1, ils vont prendre parfois l'insuline rapide et l'insuline lente. Donc voilà pour l'explication justement de l'action de l'insuline en lien avec la résistance à l'insuline, mais a fortiori le diabète. Ce que j'ai envie de voir avec vous tout de suite là, par la suite, c'est ok, est-ce que c'est quelque chose de relativement facile ou difficile de tomber résistant à l'insuline? Est-ce que c'est un mécanisme qui fait que si je mange beaucoup de glucides, je vais être résistant à l'insuline? Comment ça fonctionne? Parce qu'on pourrait se dire, ouais, regarde, tous ceux qui ont une alimentation hyperglucidique, ils finissent diabétiques, etc., etc., ils mangent que du sucre, etc., et tout. Mais on a combien de contre-exemples de personnes qui consomment très sucré, beaucoup de glucides, et qui ont une très bonne sensibilité à l'insuline? Pourquoi? Parce qu'elles dépensent de l'énergie. Si vous êtes un athlète, un sportif de haut niveau ou un sportif du quotidien, mais vous dépensez de l'énergie, que ça soit par un travail, à la ferme, dehors, combinez tout ça dans une amplitude de journée, vous êtes très actif, nerveusement, cérébralement, physiquement, même si vous avez une alimentation hyperglucidique et justement vous avez besoin de beaucoup de glucides, vous n'allez pas être résistant à l'insuline. Donc, on tombe pas résistant à l'insuline et encore moins diabétique comme ça. Il faut des mois d'un contexte bien précis que je vais développer pour développer une forme de résistance à l'insuline qui, elle, si ce contexte est maintenu, va finir par déboucher à un moment donné plus ou moins rapidement sur la forme dure de la résistance à l'insuline. Mais en tous les cas, on peut en sortir de ça. Ok, à part le diabète de type 1, mais on peut en sortir de ça et je vais vous le dire pourquoi, parce qu'en fait, physiologiquement, la résistance à l'insuline, c'est simplement une réponse naturelle que le corps a. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la consommation de glucides, et a fortiori d'une bonne quantité de glucides, elle est liée en fait naturellement aux stimulations hormonales que notre corps entraîne par la saisonnalité, l'exposition au soleil, à la lumière, les rythmes circadiens, d'accord, qui lui va aussi rythmer en fait notre biotope, c'est-à-dire la faune animale et végétale, dont les fruits, le miel, etc. Et tout ça fait qu'on va avoir des besoins inhérents à notre mode de vie, à où on vit, en glucides, d'accord? C'est le fait de manger des glucides tous les jours, tout le temps, en trop grande quantité, alors que le corps n'en a pas besoin dans cette quantité-là, qui fait qu'on va développer une forme de résistance à l'insuline jusqu'à devenir une résistance sévère. Et ça s'explique par un problème tout simple, c'est le lifestyle, le mode de vie, l'hygiène de vie. Pas de dépenses énergétiques. Je ne mérite pas mes glucides et j'en consomme pourtant beaucoup. Je combine ça à de la malbouffe à côté. On sait aujourd'hui de plus en plus qu'il y a une corrélation très importante entre la sédentarité prononcée, pas de dépenses énergétiques, que ça soit au niveau de la fluctuation du myocarde, de la fréquence cardiaque, de la masse musculaire et donc du système hormonal, d'accord, d'une alimentation hyperglucidique et hypercalorique combinée à donc toute cette junk food avec des graisses hydrogénées ultra transformées, mais aussi à des AGPI, des acides gras polyinsaturés issus des graines. Donc je parle pas de l'huile d'olive ou de l'huile d'avocat, de la graisse coco qui sont principalement des oméga 9,
c'est des fruits non sucrés, mais des huiles de graines qui sont arrivées dans notre alimentation relativement récemment, depuis moins d'un siècle, et qu'on a mis sur le devant de la scène en maltraitant les graisses animales, en disant c'est ça la solution au cholestérol, à l'hypertension, etc. et tout, alors qu'en fait on observe qu'il y a carrément une corrélation, d'accord, notamment sur des chiffres, des mises en perspective qui ont été faites aux États-Unis entre la montée en flèche de l'obésité, du surpoids et en fait de la consommation des huiles de graines et puis même des formes entières des céréales et des graines. Clairement, forcément, c'est aussi combiné à une augmentation de la sédentarité. D'accord? Quelqu'un qui consomme ça mais qui est hyperactif ne va pas du tout s'inscrire dans une dynamique de résistance à l'insuline qu'une personne en sédentarité pourrait. Ok? Je sais pas si je suis clair. Mais donc voilà, les graisses polyinsaturées sont principalement des oméga 6 dans ces huiles végétales là, et donc c'est pro-inflammatoire. Donc on sait que ça bousille le métabolisme énergétique, donc au niveau des signaux, des activations, d'accord, des hormones et des pseudo-hormones dans la régulation justement de l'utilisation de l'énergie pour qu'elle soit utilisée, stockée, etc. et tout. Et donc, c'est ce contexte-là, en fait, qui va favoriser quelque chose qui est relativement nouveau, en fait, dans notre société civilisée, le diabète de type 2. D'accord? Et a fortiori le diabète de type 1, parce que le diabète de type 1, il est transmis par des parents qui sont soit, alors il y a plusieurs choses, mais soit c'est la maman qui s'est fait faire une césarienne, d'accord? Soit c'est des parents qui ont eu un diabète de type 2 et la maman a développé un diabète avant la grossesse ou pendant la grossesse et elle donne ça à son enfant, ou alors le papa et la maman ou la maman ont une forme d'auto-immunité qu'ils transmettent à leur enfant. Et ça peut être une combinaison de tout ça, d'accord, l'alcool, le tabac en plus pendant la grossesse, etc. et tout. Et pourquoi je dis ça? Parce que le diabète, c'est la maladie métabolique c'est le point névralgique de toutes les autres pathologies, en fait, hormonales et métaboliques, que ça soit la thyroïde, que ça soit des problèmes liés au cholestérol et l'hypertension, et à d'autres forcément maladies liées à l'immunité, d'accord, et même à des problèmes digestifs. C'est une vraie merde. C'est que en fait, c'est propre, donc c'est propre à nos sociétés modernes, d'accord, et on a très peu de cas de diabète. Je veux dire, on remonte à un siècle et demi, on en avait très peu. Et dans les sociétés où il n'y a pas cette alimentation-là, donc pro-occidentale moderne, que j'ai décrit juste avant, qui est mise en avant, et que surtout ils ont un mode de vie, où ils ont du repos de qualité, et en même temps une énorme physicalité, d'accord, de la dépense énergétique, le diabète n'existe pas. Il y a pas de cas de diabète, d'accord, et à tous les endroits du monde, même avec des différences plus ou moins majeures au niveau de l'alimentation, d'accord. Parce qu'on s'accorde à dire que on le sait que l'omnivorisme spécialisé, ce que je mets en avant, ce que je défends, en fait, l'héritage de nos ancêtres à différents endroits du globe est partagé, d'accord, à la grande majorité de ces tribus-là non civilisés, de ces peuples de chasseurs-cueilleurs, et que ce qui va changer, ça va être le ratio entre produits animaux, produits végétaux, mais globalement, dans leur diète, ils ont une diète qui est omnivore et qui est constituée d'aliments bruts. Ok. Donc, là où je veux que ça nous emmène, c'est que cette résistance à l'insuline, elle répond avec la forme la plus importante en diabète, qui est simplement l'évolution, c'est-à-dire la mise en chronicité de cette résistance à l'insuline qui prend racine dans ce contexte-là que j'ai décrit avant, et en fait qui continue, et du coup ça continue, ça s'aggrave et ça arrive jusqu'à du diabète, d'accord, du diabète de type 2, jusqu'à devenir résistant. Et donc manger des glucides ne rend pas résistant à l'insuline. Le contexte que j'ai donné rend résistant à l'insuline et rend diabétique si
ce contexte-là qui nous a mis résistants à l'insuline perdure, est maintenu. La résistance à l'insuline, d'accord, c'est un état physiologique naturel qui est normalement potentiellement ponctuel, saisonnier. Évidemment, et c'est là où je vais nuancer, en fonction de l'endroit où on vit sur le globe, d'accord, avec cette saisonnalité automne-hiver. Pourquoi je vous dis ça? Et pourquoi est-ce que c'est lié à l'endroit où on vit sur le globe? Parce que il y a beaucoup de choses, même dans des auteurs qu'on peut lire du monde scientifique ou anthropologique, qui s'en mêlent un peu les pinceaux. Et c'est important de faire un point. Pour pas que je me perde, je vais aller au bout de mon premier raisonnement et ensuite je vais enchaîner. Si on prend le mode de vie dans des climats comme le nôtre, où automne-hiver, les journées sont largement plus courtes et il fait beaucoup plus froid, et potentiellement on devrait être moins actif si on n'était pas dans notre monde de vie moderne. Voilà, l'insuline serait hyper sécrétée durant la période estivale, printemps, été, parce que la consommation de glucides est largement accrue à la fois par notre association au rythme circadien, aux saisons, qui fait que notre corps nous en demande, et aussi parce que tout l'environnement nous en fournit. Et donc, en fait, on serait censé prendre du poids à la fin de cette saison-là, et du coup avoir développé une forme de résistance à l'insuline, qui nous servirait de tampon de graisse pour la période plus froide qui va suivre, pas forcément d'hibernation comme des ours, mais disons que puisqu'on va être en mode scavenging, on va avoir moins de nourriture disponible. Logiquement, en fait, ça rentrait bien dans le cours des choses, c'est-à-dire que l'insuline, de toute façon, elle se met à développer une forme à être victime, pour le dire comme ça, de résistance. Et le corps, en fait, c'est une façon à lui, en plus du coup, de créer de l'énergie, de réserve. Il sait qu'on arrive à un moment donné, que la suite, ça va être l'hiver, l'automne, l'hiver, qu'il va y avoir moins de nourriture, et du coup, il le stocke de cette façon-là. Donc, c'est une réponse finalement qui est métaboliquement naturelle et qui n'est pas malsaine, parce que dans l'ordre des choses, si on était dans un monde différent que celui dont on vit, en fait, cette résistance à l'insuline-là, qui n'arriverait pas jusqu'au diabète, elle n'aurait pas le temps, serait ponctuelle, et du coup, la sensibilité à l'insuline serait renouvelée durant cette période-là où on consommerait beaucoup moins de glucides. Tout simplement. D'accord? Donc, ça, c'est une réponse, une solution métabolique, physiologique que le corps, il a dans son jeu. D'accord? Maintenant, il y a une différence donc entre ce scénario-là, on va dire ancestral, lié à ce type d'environnement-là que nous on connaît en Europe, en Occident, qui est un état ponctuel, saisonnier, de pré-résistance, et par rapport à un état chronique sur des années non-stop qui amène jusqu'au diabète. D'accord? Et là, on n'est pas dans le ponctuel, on est dans le chronique, dans le pathologique. Maintenant, il y a une nuance, puisque on vit pas tous, en fait, avec cette réalité-là climatique, environnementale. Donc, au final, est-ce que vraiment il y a un caractère ancestral à ça, sachant que on vient tous d'Afrique et que notre arrivée en Europe est relativement récente? Je vais y revenir juste un peu après. En sachant ce que je viens de dire, est-ce que ça veut dire pour autant que justement il faut pas manger de glucides durant cette période-là, automne-hiver, de basse saison, ou faire une grosse restriction au niveau des glucides du type keto-carni, alors qu'on n'est pas en état d'hibernation, on n'est pas à l'époque des chasseurs-cueilleurs, on a une réalité moderne, et du coup on a des enjeux modernes, une réalité propre au monde moderne et qui n'a rien à voir avec potentiellement ce qu'on avait pu vivre bien avant ce qu'on connaît aujourd'hui. Je suis sûr que vous avez la réponse. C'est non.
on n'a pas du tout à adopter une alimentation low carb en basse saison. Des enjeux qui sont liés à notre vie moderne. Peu importe la saison, d'accord, puisque nous, contrairement à la nature qui change de rythme, peu importe là où on vit sur le globe, il y a quand même des changements de rythme, d'accord, même si il y a des endroits dans le monde, dès qu'on est vers le niveau de l'équateur, des tropiques, il y a plutôt 2 saisons que 4 saisons comme nous, d'accord. Et en plus, les 2 saisons restent relativement, on va dire, proches. Pas comme nous, on a 2 extrêmes, quoi, été-hiver. 2 extrêmes, quoi, été-hiver. Et donc on a des enjeux modernes on a des amplitudes. Nos journées ont des amplitudes tout le temps grandes. On a des niveaux de stress, de fatigue, d'accord, qui vont impacter du coup nos systèmes internes, à commencer par le système nerveux, hormonal. On a un travail, on a des responsabilités, d'accord, professionnelles, personnelles, famille, couple, vie sociale, etc. On a beaucoup de challenges. Tout ça, c'est de l'énergie, à la fois nerveuse, psychologique, mais aussi physique. Et puis, on se doit d'avoir de la physicalité, d'accord, et en fonction, euh, de si on est un athlète pro payé ou pas, mais un athlète du quotidien, comme je l'appelle, à notre humble niveau, on a de la physicalité. Et donc tout ça, c'est du temps, c'est de l'énergie, d'accord. On a besoin d'être en forme, on a besoin d'être en capacité de réaliser, de performer, et puis d'être en pleine possession de nos moyens en fait, que ça soit dans nos activités physiques sportives, mais que ça soit dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle. Donc c'est la vie moderne est beaucoup plus challengeante et beaucoup plus difficile et surtout différente euh, d'une vie ancestrale, parce que on n'a pas la possibilité de ne rien faire à part de chasser, cueillir, fuir, combattre, se protéger et prendre soin des siens, d'accord? Même si comme ça peut sembler peut-être un petit peu dur ou sauvage. Euh, Quand on voit les témoignages de tribus, de peuples qui ne sont pas civilisés, ils ont vraiment l'air heureux et l'air de bien vivre. Ils ont des niveaux de stress très bas. Ils ont de la physicalité, de la dépense énergétique. En même temps, ils sont bien entourés. Ils font partie d'une communauté, d'accord, d'un groupe avec laquelle ils partagent les mêmes codes, les mêmes valeurs, le même lifestyle. Donc, ils sont soutenus, ils sont pas isolés. Il y a de l'entraide, il y a du partage. Donc, il y a ce bien-être-là collectif communautaire qui les entoure en plus. Nous, dans notre mode de vie moderne-là, même s'il y a des choses qu'on peut imiter, même s'il y a des choses, des ingrédients qu'on peut avoir, on n'a pas du tout leur réalité. Quand on vit des vacances, par exemple, on n'a aucun problème à gérer, pas de charge mentale. On le sent, par exemple, que là, notre corps réagit différemment, notre bien-être est différent. Là, on se rapproche de ce que peut éprouver à certains moments d'une journée euh, des peuples qui vivent encore d'une façon ancestrale. Mais nous, au quotidien, c'est pas le cas. On a des journées où on doit les journées on a différents types d'efforts, on est actif, on a différents niveaux de stress, de fatigue, de la charge mentale, donc des responsabilités, comme j'ai dit. Tout ça, c'est des contraintes modernes. C'est pas propice à vouloir imiter un pseudo-contexte, un pseudo-schéma ancestral, d'accord? L'image qu'on en a, du moins même. Et en plus, si on ajoute à ça la notion de physicalité, d'accord? Parce qu'on a des objectifs sportifs personnels, parce qu'on aime bien faire du sport, parce qu'en plus on en a besoin, on doit dépenser de l'énergie, activité musculaire, activité cardio, sous différentes formes. Un sport, discipline combiné à ou pas à du sport en salle, en extérieur, tout ce que vous voulez. Mais on est fait, et j'en ai parlé dans l'épisode précédent, on est fait pour dépenser et recevoir de l'énergie. Le problème, c'est quand on fait que recevoir et qu'on donne pas de l'énergie. D'accord? Là, ça pose un problème. Et même si on consommait pas de glucides, ça poserait un problème à plein de niveaux. Et a fortiori, de toute façon, les glucides, on en a besoin en plus, pas que d'un point de vue énergétique, pas que pour les tissus glucodépendants, j'en ai parlé avant. Allez écouter l'épisode, si c'est pas déjà fait, sur
fini les conneries protéines, graisses, glucides, où je parle justement des autres rôles des glucides. Et donc pourquoi vouloir absolument imiter un pseudo-schéma ancestral qu'on nous a mis en tête ou qu'on s'imagine, etc. et tout, alors que notre réalité et nos besoins propres, du coup, enfin, liés à cette réalité, vont pas du tout dans ce sens-là. D'accord? Croire que nos ancêtres ne consommaient pas de glucides ou qu'ils en ont pas besoin alors qu'on a des preuves vivantes qui en consomment, d'accord? Et qui en plus et ou n'ont pas le mode de vie qu'on a. Et donc n'ont pas nos niveaux de stress, de fatigue, toutes nos contraintes qui font que ça soit d'un point de vue énergétique, hormonal, nerveux, psychologique, tout ça c'est relié, on a besoin de glucides. Psychologique, tout ça c'est relié, on a besoin de glucides. Pourquoi je dis pseudo aussi? Parce que ça soit le monde du keto, du carni ou le monde de l'ancestral, il y en a beaucoup qui disent que oui, les glucides, en gros, c'est un danger, la sécrétion de l'insuline, la glycémie, etc. et tout, c'est toujours le même tintouin. Et l'argument, c'est oui, le fructose c'est dangereux, les glucides ont été, enfin les fruits, les végétaux ont été complètement modifiés, machin et tout. Et puis on consommait pas de glucides autant avant en Europe, etc., etc. Comme si en fait l'aspect ancestral de notre physiologie, de notre métabolisme, s'arrêtait du coup au refroidissement climatique. On a des millions d'années, il y a eu plusieurs changements climatiques durant cette histoire, et on le sait tous qu'on vient du berceau de l'humanité, on vient d'Afrique, d'accord? On a vécu pendant des millions d'années en Afrique. Jusqu'à ce que sache l'Afrique, équateur, tropique, au niveau du biotope, en glucides, on est bien, quoi. On est bien. Et quand vous allez là-bas, les gens mangent des glucides toute l'année. Et si ils font ce que le corps est prévu pour, c'est-à-dire se dépenser, être actif un minimum et se dépenser, d'accord? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir accès à de la malbouffe et de l'alimentation à n'importe quel coin de rue, on achète, machin et tout. Alors qu'avant, en fait, il fallait au moins marcher et cueillir pour consommer. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qui vont pas et qu'aujourd'hui, on doit mettre en place certaines stratégies. J'y reviendrai après. Et c'est pas parce qu'on met en place certaines stratégies, éventuellement, que ça veut dire, ne déformons pas la réalité, que les glucides sont dangereux, qu'on en a pas besoin, et qu'il faut absolument pas sécréter l'insuline, d'accord? Ne donnons pas une forme linéaire à nos raisonnements. Ok? Restons précis, mettons de la nuance, toujours associé à un contexte, et à chaque fois on intègre à un contexte et à un ensemble. Donc notre arrivée en Europe, elle a connu en fait 3 vagues de colonisation. La plus ancienne, qui vient de nos ancêtres africains, elle remonte à ce qu'on en sait aujourd'hui, à 45 000 ans. Mais nos ancêtres à nous d'avant, donc, étaient d'Afrique. On n'y revient pas, ok? Métabolisme, physiologie, africain, équatorial, tropical. Ok? Ils sont passés de l'Égypte par la Grèce. Et d'ailleurs, le nom Europe vient d'une déesse africaine. Peu importe. Pas de la Grèce. Enfin, de toute façon, les Grecs, c'est les Africains. Hein. Les premiers Africains, c'est des Grecs. C'est comme ça qu'ils sont arrivés via l'Égypte. En Europe, il y a 45 000 ans. Ensuite, il y a une deuxième vague de colonisation, encore une fois africaine. Il y a 8 000 ans. Il y a que 8 000 ans. Hein. Ok. Et ce qu'il faut se dire, c'est que quand nos ancêtres arrivent en Europe, à ce moment-là, d'accord, à 45 000 ans, il n'y a pas encore eu de refroidissement climatique. Donc là, ils sont vraiment bien à ce niveau-là. Mais en plus, c'est les nomades. Donc, quoi qu'il arrive, eux, ils vont se mettre dans un endroit où il y a du soleil, parce que là où il y a du soleil, bah, on se sent bien, et c'est là aussi où il y a la faune. C'est là aussi où il y a de la nourriture à profusion, animale et végétale. Ils sont pas cons, ils vont pas partir en Finlande, les mecs, alors que s'ils partent de Grèce, au fur et à mesure qu'ils avancent, il fait froid, et puis il y a plus rien autour d'eux. Non, ça n'existe pas, cette logique-là.
Donc, ils sont restés à un certain niveau. Ils sont allés jusqu'où, en fait, la curiosité combinée au confort, en fait, de vie que ça pouvait leur apporter. Parce que on est quand même dans une logique de survivalisme, hein, quand on est en dehors du schéma moderne dans lequel on vit. On n'est pas con, on tient sa vie. Faut qu'on puisse être bien, avoir le moins de risques possible pour sa survie, bien manger, pouvoir dormir, etc., etc. Donc, on choisit des choses qui sont confortables pour nous. D'accord? Ensuite, 8000 ans, moins 8000, avant notre ère, il y a eu une deuxième vague de colonisation africaine, d'accord? Africaine, d'accord? Et c'est seulement il y a moins 2500 ans avant notre ère, donc avant le fameux le jour de Jésus-Christ, euh, qu'on a eu nos ancêtres caucasiens qui ont colonisé l'Europe. Donc en gros, l'homme blanc caucasien, si on rajoute aujourd'hui et le moins 2500 ans, on a 5000 ans, d'accord, moins 2500 avant notre ère, 2000 plus ou moins là 2005 pour couper large de zéro à nos jours. OK. Et nos ancêtres caucasiens sont arrivés dans le Caucase, mais je vous rappelle, le Caucase, c'est pas le Caucase d'aujourd'hui, et on les appelle aussi les ancêtres caucasiens, mais la région du Caucase englobe quand même pas mal de choses. Donc, ils étaient pas dans la Russie du Nord, hein. Par contre, il est vrai qu'ils ont commencé à descendre parce que justement, ils cherchaient un climat plus propice. Donc, ils sont descendus au sud. Ils sont arrivés comme ça, du coup, jusqu'en Grèce. Donc, mais tout ça pour dire que, du coup, on a, c'est très récent en fait, le fait de vivre dans des endroits froids, d'accord, dans des endroits froids et surtout avec un mode de vie moderne comme on a. Donc notre métabolisme, notre physiologie est largement tournée vers le métabolisme des glucides, du soleil, de la physicalité, de la dépense. Donc ça, c'est des activités ancestrales. Ça, par contre, on est des bipèdes. Donc marcher, courir, que ça soit pour chasser, combattre, fuir, faire les activités du quotidien. Dire le bébé, la première chose qu'il fait quand il commence à venir au monde, avant de savoir parler, c'est le marcher déjà. Aujourd'hui, dans un monde où les gens peuvent manger n'importe quoi, n'importe quand, mais aussi de moins en moins se déplacer par leurs jambes. On les voit avec les trottinettes électriques, etc. et tout, les vélos électriques, etc. et tout. Ils sortent de chez eux, ils sont mis, voilà, ils sont levés, hop, ils font 2-3 trucs chez eux, ils prennent les transports. Et des fois, ils font même pas 10 minutes à pied pour aller à la gare. Ils y vont en trottinette. Donc c'est-à-dire que là, c'est même plus de la sédentarité. Là, on va devenir bientôt peut-être immobile. On va nous greffer, je sais pas, des patins, des trottinettes, des roues, et les gens ne bougeront plus. Comment voulez-vous que notre métabolisme, qui est fait pour la dépense énergétique, on est des êtres où on reçoit et il y a des échanges d'énergie sous différentes formes, dont la nourriture fait partie. Donc, on a une physiologie, un métabolisme ancestral. Il suffit simplement de comprendre les règles du jeu de ce métabolisme-là, comment il fonctionne, et tout va bien se passer. Le problème, c'est pas d'arrêter de lui donner ce qu'il est censé recevoir, c'est de savoir comment coordonner ça avec nos journées modernes et avec ce qu'on y met à l'intérieur. D'accord? Et en respectant des règles. Donc, voilà. Ouais, je m'étais noté ça, je voulais vous le dire aussi, c'est que on a une relation très forte au tropique et à l'équateur, donc avec un biotope particulier, notamment au niveau des glucides. Dès qu'il y a de l'eau et du soleil, on a beaucoup de glucides, mais on a aussi forcément beaucoup d'animaux parce que c'est de la nourriture pour eux. Et donc, on avait des glucides toute l'année. C'est-à-dire que dans ces endroits-là du monde, il y a une rotation saisonnière des fruits, des baies par espèce, une à plusieurs fois par an. En général, c'est 2 fois par an. Mais du coup, on a aussi des tubercules, des racines. Mais du coup, les fruits, en fait, on en a toute l'année. C'est juste que par espèce, il y a des rotations dans l'année. Mais il y a tout le temps du soleil.
Donc on a toujours accès à des glucides. C'est pas du tout le modèle qu'on veut nous faire croire avec le monde keto et carni, qui est que les glucides c'est vraiment juste un peu ponctuellement dans l'année. On est censé en consommer plus d'un point de vue holistique durant la haute saison parce qu'on est relié au rythme circadien, nos systèmes internes, hormonal, plus de profusion glucidique, alimentaire, végétale par la saison, plus d'exposition à la lumière, au soleil, à la chaleur, plus de physicalité, plus de dépenses, la période de la reproduction. Tout ça fait qu'on en consomme plus à cette saison-là de l'année. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit en consommer moins ensuite automne-hiver. Et encore plus, nous, dans notre contexte de vie moderne, même si on vit en Europe. Parce que notre vie, elle change pas fondamentalement. Alors si vous pouvez faire l'expérience, comme je l'ai fait pendant le Covid, être beaucoup moins actif, dormir 10 à 12 heures par jour, vraiment vous caler le plus possible au rythme circadien. Oui, vous allez avoir besoin de moins de glucides. Vous allez moins en avoir envie même, forcément. Et c'est profitable, mais à condition vraiment de mimer avec exactitude ce que vous pourriez faire. Je veux dire, à part être dans un confinement ou avoir la capacité, peu importe pourquoi, d'être dans des conditions de zéro stress, zéro fatigue, rythme circadien, calé, bam bam, et de n'a rien avoir d'autre à penser que de profiter de ces journées et de manger, de dormir, de passer du bon temps. Ouais, ok, faites-le, mais c'est pas la réalité de 99,9% des gens. C'est l'opposé. Tout ça pour mettre en perspective, justement, des croyances, des méconnaissances, une forme d'ignorance qu'on pourrait avoir entre avant, maintenant, et vouloir imiter un mode ancestral déconnecté. Et un mode ancestral, en plus, l'idée qu'on s'en fait, d'accord, par rapport au paradigme, aux informations qu'on a. Un mode ancestral déconnecté de la réalité à la fois du passé et de notre réalité moderne, collective, personnelle. Et du coup, de comprendre que l'insuline, via les glucides, qui sont la source énergétique première et favorite du corps, c'est une source absolument ancestrale, et donc forcément, qui dit ancestral dit holistique, dit bénéfique, d'accord? Sinon, faut faire confiance au processus de l'évolution. Ça ferait longtemps que les glucides auraient été éjectés, d'accord? Si ça nous faisait du mal, si c'était pas profitable pour nous, ok? Et donc, de comprendre que l'insuline, sa santé, son fonctionnement dépendent en fait surtout et avant tout de respecter notre métabolisme et notre nature humaine à plusieurs niveaux. Et ça commence, et c'est surtout ça la base, même au-delà du choix des glucides, c'est de corréler son apport en glucides avec sa dépense énergétique et donc sa dépense en glucides. À travers deux notions, le mouvement pur et de base et la dépense via la physicalité. Se déplacer le plus possible par ses propres moyens chaque jour. Ok, on est bipède. C'est l'activité naturelle pour nous, l'activité première quand on est gamin. Il faut marcher le plus possible, prendre un vrai vélo. Et ensuite, avoir de la physicalité quotidienne sous différentes formes, à différents niveaux d'intensité, mais de la physicalité quand même. Évidemment, en fonction de notre pratique sportive, de nos besoins, de nos objectifs quotidiens, de notre contexte personnel, on peut avoir, bien sûr, un jour ou deux sans faire de sport, sans physicalité. Mais il faudra continuer quand même de minimum se déplacer, de marcher, etc. Ok? Je veux pas rentrer dans des détails individuels. Vous avez compris l'idée de ce que je suis en train de dire. Détails individuels. Vous avez compris l'idée de ce que je suis en train de dire. Donc, ces deux choses-là, le mouvement, la dépense, c'est-à-dire la physicalité, et ensuite, cette notion de mériter ses glucides, c'est-à-dire de corréler sa consommation de glucides au-delà de l'aspect saisonnier où là on peut consommer beaucoup plus de glucides parce que on va en avoir besoin et qu'il y a un facteur hormonal circadien qui se rajoute à ces trois facteurs que je suis en train de dire: mouvement,
physicalité et la corrélation entre apport-dépense au niveau des glucides, d'accord? Mais on va dire globalement, en fonction de l'amplitude de ma journée, des efforts physiques que je fournis, de mon niveau de charge mentale, de mes niveaux de stress et de fatigue, et puis, comme je viens de le dire, de la saison des rythmes circadiens, donc exposition à la lumière, au soleil, à la chaleur, la longueur de la journée, je vais juguler ma consommation de glucides. Pas parce que c'est mauvais, simplement parce que aujourd'hui, comme on peut consommer facilement des glucides à droite, à gauche, enfin des glucides, de la nourriture à droite, à gauche et les stocker chez nous ou en prendre à la maison, potentiellement on pourrait manger tout le temps. D'accord? Ce qui n'est pas le cas dehors, si on se met dans une optique un peu d'holistique. D'accord? On peut stocker et acheter en quantité et stocker chez soi, etc. et tout. Donc, on a besoin de comprendre comment notre métabolisme fonctionne et d'avoir des principes de base pour justement corréler notre métabolisme ancestral et nos besoins, on va dire naturels, avec notre mode de vie moderne et avec aussi ces enjeux, ces contraintes et un peu les pièges, d'accord, dont l'accès à l'alimentation et le stockage font partie si on n'est pas conscient, éduqué et ou discipliné. Ok? À la baisse, moins on est actif, à la fois au niveau des efforts, à la fois au niveau de ses déplacements, de la sollicitation psycho-émotionnelle, nerveuse, donc de la charge mentale, des niveaux de stress, du temps d'éveil, plus notre rapport en glucides doit être revu à la baisse, d'accord? Par rapport à ce que je viens de dire. Et inversement proportionnel, en fait. Faut voir ça comme une espèce de balance, en fait. Vous voyez? Et sans compter, et j'en parle à chaque fois, mais sans compter des tissus glucodépendants qui ont besoin de glucides. Donc, au-delà de tout ce que je viens de dire, notre corps, il a besoin de glucides. Je vous invite à aller voir l'épisode qui parle justement des protéines, des graisses et des glucides, à quel point on a besoin des 3 macronutriments. Donc, au-delà de l'aspect énergétique du glucose que je mets en avant dans cet épisode, on en a besoin, d'accord, pour d'autres rôles. Donc voilà, en fait, en conclusion de cet épisode-là, la résistance à l'insuline, c'est un procédé, un mécanisme naturel du corps qui n'est pas mauvais en soi à partir du moment où il est ponctuel et qui est tout à fait réversible. D'accord? Maintenant, à partir du moment où j'ai de la physicalité dans ma vie et que je me dépense, je ne serai jamais résistant à l'insuline. D'accord? Même avec une alimentation hyperglucidique. Ok? Ça n'a pas de sens. Et quand je parle de la physicalité, je parle d'intensité modérée et d'intensité, quoi. Je parle pas juste de faire un peu son footing, faire quelques pompes, faire du stretching ou de la gym douce. Je parle de la vraie physicalité. D'honorer le potentiel humain à travers le corps, à travers ses muscles et son cœur. Ok? Et je parle pas non plus forcément de devoir faire un marathon en Ironman à chaque fois ou d'être dans cette optique-là. Mais simplement, au quotidien, d'honorer son corps. Et ça demande peut-être de se reconnecter avec le potentiel humain, le potentiel physique, et finalement de savoir quelle créature on est à travers la psychologie, la physicalité, à travers le lien social, à travers la nourriture, à travers la culture, à travers le jeu, à travers le lien de parenté, le lien familial, etc. Tout ça, c'est la même chose. Je m'écarte un peu, mais j'ai tellement de liens qui se font que ça sort tout seul et je sais pas si vous me retrouvez dedans, mais donc voilà. Par rapport au diabète, il y a une résistance à l'insuline qui a été maintenue, qui s'est fait de façon chronique dans le temps. Donc c'est très, je veux dire, c'est dur de devenir diabétique. On ne devient pas diabétique du jour au lendemain. Ça s'inscrit dans un contexte propice à une résistance à l'insuline qui va se solidifier, qui va être maintenue dans le temps, qui est liée à la sédentarité. Ok? Et c'est pas juste des mots, la sédentarité. Ça veut dire quasiment pas de déplacement, le minimum, aucune physicalité, une alimentation qui est complètement déconnectée
de la dépense énergétique par rapport aux apports que ça emmène, et notamment en glucides, plus des mauvaises graisses. OK? Et donc, c'est ça qui va créer le diabète. Donc, le diabète, on ne devient pas diabétique comme ça, et la résistance à l'insuline, même la résistance à l'insuline, ça se fait pas comme ça. Ça met un certain temps. Et c'est que quand elle est maintenue que ça peut aller au diabète. D'accord? Et la résistance à l'insuline, donc, en diminuant ou en corrélant nos besoins journaliers avec notre apport en glucides, ça peut déjà être largement atténué ou revenir à la normale encore plus si on augmente notre dépense énergétique à travers de l'activité physique, tout simplement. OK? Donc, pour pas que l'épisode soit trop long aujourd'hui, c'est ce que je m'étais noté et j'avais bien fait, j'ai bien anticipé. Dans le prochain, je vais vous parler justement des bonnes sources de glucides. Parce que c'est quand même important. Je vais vous parler des 3 sources de sucre simple que seul le corps peut absorber et utiliser. Puisqu'au final, tout est transformé en sucre simple pour passer l'intestin. Le galactose, le fructose et le glucose, le plus grand, plus important des 3 monosaccharides, pour le dire comme ça. OK? Parce que sucre lent, sucre complexe, sucre rapide, sucre simple, on entend plein de blabla à ce niveau-là. Et pareil, indice glycémique, c'est tout autant de notions qui flouent le paysage de la compréhension de la nutrition et a fortiori de la consommation des glucides. Et il est important, il est temps de faire le point sur ça et que vous compreniez que tout ça, c'est une vaste fumisterie et que ça n'a pas de sens. D'accord? Autant d'un point de vue purement physiologique, métabolique, que d'un point de vue holistique, ancestral, évolutif. Et donc, on va aborder à travers ces deux visions-là, justement, on va mettre en perspective l'indice glycémique, les sucres lents complexes vs sucres rapides et simples, et on va parler justement de la production énergétique et de l'absorption au niveau des sucres. On va mettre les pieds dedans et de voir justement que le galactose, le fructose, le glucose, qui sont les formes simples du sucre, ne sont pas, pour la plupart des informations, des choses qu'on peut entendre, ne sont pas ce qu'elles sont